Je comprends votre impatience. Parce que nous sommes victimes d'un terrorisme d'État qu'il est extrêmement difficile pour la jeunesse d'accepter. Les violences qui ont été déclenchées contre notre parti pour faire passer le hold-up électoral, avec un bilan de 57 morts, commençons par les morts qui ne sont plus parmi nous, qui exerçaient un droit constitutionnel, celui de marcher, de manifester leur joie à la suite de la victoire de leur candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre. Ils ne sont plus parmi nous. Ils ont été abattus souvent à bout portant. Ce qui est plus grave, c'est qu'ils n'ont pas eu droit à la justice. Et ils ne l'auront pas avec Alpha Condé hélas. Avant eux, 99 autres, pendant la lutte du FNDC contre le troisième mandat, 99 Guinéens ont été abattus. Dont une trentaine a été enterrée nuitamment en pleine forêt à Zérekouré parce que le pouvoir avait le souci de faire disparaître les preuves. Je ne parle pas des nombreux blessés par balles issus des rangs de la jeunesse. Les exactions dans les concessions au niveau des fiefs de l'UFDG, de l'opposition politique, notamment Aratoma, Wanindara, Sonfonia, Simanteri, Mamou, Labé, Pita, Dalaba, Zérekouré. Si la jeunesse se révolte pour demander la reprise de manifestation, très honnêtement, je vous comprends. Je vous comprends parce que, entre-temps, plus de 400 Guinéens, membres de notre parti, ont été arrêtés et incarcérés dans les prisons d'Alpha Condé, sans aucun motif valable. Des dirigeants de premier rang de notre parti ont été arrêtés et détenus, et sont encore détenus dans les geôles d'Alpha Condé. Elhadj Chérif Ba, Ousmane Gawal, Sellou Baldé, Ablaye Ba, Elhadj Ablaye, l'imam de Wanindara. Ils sont toujours, certains ont été relaxés. Je ne reviens pas sur ces grâces. On se réjouit qu'ils recouvrent la liberté. Nous aurions, dans un état normal, demandé de les indemniser pour les avoir injustement privés de liberté pendant plus de 7 mois. Fonike Mangue, il est toujours 3 ans de prison. N'ont rien fait. Lorsqu'on est placé devant une telle injustice, et lorsqu'on est jeune et qu'on aime son pays, on ne peut pas rester indifférent. Nous avions suspendu nos manifestations en raison de l'état d'urgence sanitaire. Et nous allons examiner votre requête au niveau de la direction en tenant compte de l'entame des contraintes et puis on vous reviendra. Mais soyez sûr d'une chose, c'est que nous sommes aussi indignés et frustrés que vous face à l'injustice, face au terrorisme d'État dont notre parti est victime. Je salue le courage de ceux qui sont encore en prison. Je les encourage à faire preuve encore de courage et de dignité comme ils le font déjà bien. Je prie Allah qu'il accepte dans son paradis les nombreuses victimes des violences d'État. Et je salue le courage de leurs proches qui n'ont pas eu droit à la justice, à la moindre compassion des autorités de ce pays. On dirait que la République est contre eux. Ce n'est pas la République, c'est la République de Alpha. Nous avions, lors des dialogues politiques précédents, obtenu du gouvernement l'engagement résolu d'envoyer des missions mixtes de l'État et de l'opposition avec des enveloppes substantielles
pour présenter les condoléances de la République à ceux qui ont perdu leurs proches et leur apporter le soutien et la solidarité de la République. Alpha Condé n'a jamais voulu que cette décision de dialogue politique ne soit exécutée. Ils se sont toujours engagés à mettre en place des commissions d'enquête pour identifier les auteurs de crimes, pour qu'on puisse mettre fin à l'impunité qui est source, qui encourage la récidive. Donc, je vais aborder, j'étais obligé de réagir parce que à votre question, mais j'ai préparé papier pour montrer quand même quelques aspects de la mauvaise gouvernance et du manque de vision des autorités de ce pays. Vous savez que notre pays recèle d'immenses potentialités en matière de bauxite. 4 milliards de tonnes de bauxite, dont 2,3 milliards dans la région de Boké. Nous détenons le tiers des réserves mondiales de ce minerai. Alors, vous avez appris, vous le suivez, que les exportations de bauxite ont explosé. Et Alpha en est très fier. Il dit que c'est grâce à lui. Mais c'est un échec. C'est un échec. De 2015 à 2020, on est passé de 15 millions de tonnes à 80 millions de tonnes de bauxite exportées, faisant de la Guinée le deuxième exportateur mondial de bauxite. Mais ce n'est pas une performance d'abord à mettre à l'actif du gouvernement. Parce que cette explosion de la production et de l'exportation de bauxite est consécutive à l'augmentation très forte de la demande mondiale d'aluminium. Mais aussi elle est la conséquence de l'existence de ces importantes réserves de bauxite de bonne qualité dans notre pays. Mais surtout de l'épuisement et de la fermeture des mines qui alimentaient l'industrie chinoise qui produit aujourd'hui 60% de l'aluminium consommé dans le monde. Vous avez appris que l'Indonésie a décidé de ne plus exporter la bauxite. Elle veut transformer sa bauxite sur place pour avoir plus de valeur ajoutée et plus d'emplois pour son pays. La production mondiale de bauxite a augmenté fortement. Elle est passée de 23 millions de tonnes en 1999 à 58 millions de tonnes en 2015. La part de la Chine dans cette production mondiale est passée quant à elle de 11,5% en 2000 à 54,7% en 2015. Mais Alpha a hérité des conventions négociées au temps du président Lansana Conté. Ces conventions avaient prévu que les compagnies minières devaient construire des usines d'aluminium dans notre pays. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est de négocier des avenants pour délier les compagnies qui s'étaient engagées à construire des usines d'aluminium de leur engagement de construire des usines. Donc on exporte la bauxite brute. Alors, ça, c'est vraiment l'échec. Il y a une opportunité. L'industrie mondiale de l'aluminium ne peut plus fonctionner sans la bauxite de Guinée. Parce que les dévanciers ont préservé la ressource, attendant le meilleur jour. Et le meilleur jour arrive, on devait profiter pour avoir des fonderies d'alumine, puisqu'on en a l'expérience. Et là, c'est la première usine d'alumine en Afrique. Et c'est peut-être la seule jusqu'à présent. On a l'expérience. Non, Alpha dit non. Non, créez les usines d'alumine ailleurs. Nous, on va vous vendre la bauxite brute. Ça, c'est le manque de vision et la précipitation, le désordre qui caractérise sa gouvernance. Au lieu donc de faire respecter les engagements qui étaient déjà pris au temps du président Conté, qui ne voulait plus exporter la bauxite brute, qui avait donc obligé les compagnies, pour avoir les permis d'exploitation, il fallait que tu t'engages à transformer la bauxite au moins en aluminium. La production d'aluminium est moins complexe et moins énergétivore. La production d'alumine est moins complexe et consomme moins d'énergie que la production de l'aluminium. Si bien qu'on dit, on met les usines d'alumine
là où il y a la bauxite, et les usines d'aluminium, là où il y a l'électricité. C'est ça la règle. Malheureusement, le gouvernement n'a pas respecté cette règle et a signé des avenants aux conventions de base, libérant complètement les compagnies de leur engagement de construire des usines d'alumine dans notre pays. En renonçant à cette transformation sur place de notre bauxite, le gouvernement guinéen prive notre jeunesse de dizaines de milliers d'emplois et notre économie de la majeure partie de la valeur ajoutée qu'on aurait pu tirer de l'exploitation de notre bauxite. Alors ça se traduit par des pertes d'emplois. Les pays qui exportent la bauxite brute, on dit qu'ils exportent l'emploi. Parce que c'est la transformation de la bauxite en alumine qui crée l'emploi. Ce n'est pas l'exportation de la bauxite brute. Je vous donne un exemple. L'usine de Fria, c'est une petite usine. C'est une petite usine qui produit 600 000 tonnes d'alumine. Pour produire 600 000 tonnes d'alumine, on a besoin de 1,5 million de tonnes de bauxite. Mais, en même temps, 3200 emplois, dont 1200 directs et 200 emplois indirects, seulement pour transformer 1 500 000 tonnes de bauxite. Aujourd'hui, nous exportons 80 millions de tonnes. Imaginez si on transformait cette quantité, je vous donne juste les chiffres. Alors, si on transformait ces 80 millions de tonnes seulement en alumine, qui ne requiert pas beaucoup de technologie, hein, on a déjà l'usine de Fria, on aurait créé 170 000 emplois. Mais en exportant la bauxite, notre bauxite ailleurs, on crée les emplois là-bas, là où cette bauxite est transformée en alumine. Alors, si on exportait seulement, on transformait la moitié des 80 millions qu'on exporte actuellement, mais eh bien, on aurait 85 000 emplois. Les jeunes, au lieu d'affronter le désert et la Méditerranée, à la recherche, ils auraient pu trouver de l'emploi. Et beaucoup de capitaines d'industrie qui se trouvaient parmi vous auraient pu créer des PME. Eux aussi créer des emplois autour de l'usine et créer donc des emplois directs. Et je vous ai dit que les emplois directs à Fria atteignaient 2000 personnes. Et aujourd'hui, dans notre pays, l'exploitation minière et industrielle ne contribue qu'à 6,5% de l'emploi formel, alors qu'elle représente 22% du PIB et 80% des exportations. Alors, nous perdons également de la valeur ajoutée, de la richesse. Parce que si on transformait la bauxite ici, non seulement il y a l'emploi, mais il y avait de la valeur ajoutée. Parce qu'on exporte actuellement 80 millions de tonnes de bauxite, mais une tonne de bauxite coûte 45 $, alors qu'il est. La tonne d'alumine coûte 300 000 $. Et pour faire une tonne d'alumine, il faut 2,2 tonnes de bauxite. Vous voyez? Alors si on produisait simplement, je ne passe pas à l'alumine, parce que l'aluminium lui coûte 2400 $ la tonne. Et il faut 4 tonnes de bauxite pour faire une tonne d'aluminium. Et beaucoup d'énergie, malheureusement, que nous n'avons pas. Donc je n'ai pas fait la comparaison par rapport à l'aluminium, parce que c'est beaucoup plus complexe et ça requiert beaucoup plus d'énergie. Donc, si nous transformions ces 80 millions de tonnes, on les aurait vendus à 10,8 milliards de $. Alors qu'actuellement, nous encaissons pour cette exportation de bauxite brute seulement 3,6 milliards de $. On aurait passé à 10, mais ces 10 milliards seraient produits en Guinée, avec la main-d'œuvre guinéenne, avec les banques guinéennes, avec les PME guinéennes, et tout le monde, cette richesse créée serait aussi partagée en salaire, en prestations et en beaucoup de choses. Donc nous nous privons de 7,2 milliards de $, en refusant, en ne menant pas une politique qui vise à transformer sur place notre bauxite. Si 7 milliards de plus, actuellement on gagne 3 milliards, on aurait gagné 7 milliards, avec des incidences positives
sur l'emploi formel, sur le produit intérieur brut, sur la balance des paiements, les réserves de change du pays, tout ça aurait fait de notre économie une puissante économie. Mais malheureusement, l'absence, le manque de vision d'Alpha Condé et sa précipitation et le désordre qui caractérise sa gestion, on est en train de perdre une opportunité de développer le pays. Alors, mais ces entreprises-là qui produisent et exportent la bauxite, comme vous le savez, elles ont eu des conventions dans des conditions très opaques et elles ont obtenu beaucoup d'exonérations. Et malheureusement, elles ne contribuent qu'à 13% au budget de l'État. C'est-à-dire 13% seulement des recettes budgétaires sont fournies par les compagnies minières, y compris les exportations d'or. C'est tout le secteur minier qui ne donne que 13,2% des recettes budgétaires. Alors que la contribution au PIB du secteur minier représente 22%. Mais pourquoi cette faible performance? Parce qu'Alpha a donné à ces entreprises des exonérations. On les a exonérés à travers des conventions négociées avec chacun d'entre eux et des conventions et des exonérations qui ne sont pas conformes au code minier. Parce que ça aussi, c'est le désordre. Il y a un code minier, donc on sort l'entreprise du code minier, on lui fait des avantages qui ne sont pas prévus dans le code minier. Alors, ces exonérations, le Fonds monétaire a eu l'intelligence de rassembler, d'essayer d'évaluer ce coût des exonérations. C'est 7% du PIB, soit une année de recettes douanières du pays, qui sont un peu sacrifiées à travers ces exonérations. Ce qui fait que la contribution du secteur minier aux finances publiques est très faible parce qu'il ne paye pas au bon guichet. Parce que vous savez, lorsqu'on vous donne ces exonérations, certainement vous avez payé quelque part. Vous comprenez? Mais ce qui est comptabilisé comme recette budgétaire, c'est seulement c'est le montant, un montant très faible qui ne représente que 13,2% de toutes les recettes. Et ces exonérations, ces exemptions représentent 7% du PIB, soit une année de recettes budgétaires. Ensuite, on note quelque part qu'il y a des sous-facturations. Les prix facturés à l'exportation sont sous-facturés. Et vous pouvez voir, chaque compagnie facture par exemple au prix qu'il veut. Il y en a qui facturent à 14,3 $ la tonne. Il y en a qui facturent à 31 $. Il y en a qui facturent à 40 $. Mais tout ça, ça passe, c'est une forme de fraude. Parce que non seulement la taxe et l'exportation est assise sur la valeur exportée, mais aussi le bénéfice réalisé par l'entreprise qui doit payer l'impôt sur les sociétés pour 30%, eh bien ça aussi, ce bénéfice-là est donc réduit. Évidemment, tout ça, si on ferme les yeux là-dessus, comme je dis, on paye à d'autres guichets, mais pas au guichet officiel. Parce que vous savez à quel point la corruption ravage actuellement notre pays et à quel point le clan s'enrichit dans notre pays. Donc au total, en exportant 80 millions de tonnes au lieu de les transformer sur place, le pays perd 170 000 emplois, 7,2 milliards de valeur ajoutée et du fait des exonérations, 7% du PIB, c'est-à-dire une année de recettes douanières au niveau du budget de l'État. Ça, c'est la mauvaise gouvernance. Maintenant, Alpha, lorsqu'il était à Bouquet, il vous a dit combien il vous a montré la fierté d'avoir financé 3 élections sur les ressources propres. Ce qu'il n'a pas dit, c'est pourquoi. Il a refusé l'offre de financement présentée par les partenaires techniques et financiers, qui ont chacun des budgets pour appuyer la démocratie et les élections dans les pays partenaires. Alors vous savez pourquoi il a décliné cette offre de financement. Puisqu'il continue de tendre la main pour être aidé dans la lutte contre Covid-19 et Ebola. Il continue à tendre la main pour obtenir des financements de ses projets et programmes de développement. Pourquoi il a refusé?
l'assistance des partenaires techniques et financiers pour financer les élections. Vous le savez, ce n'est pas à l'UFDG, aux jeunes de l'UFDG. C'est parce qu'ils voulaient commettre le crime électoral sans témoin. Il parlera de souveraineté, mais ce n'est pas la souveraineté, puisqu'il continue de demander pour d'autres choses. Il savait pertinemment qu'en acceptant le financement et l'assistance technique des partenaires, il serait obligé d'accepter l'évaluation et l'observation de son processus électoral par ces derniers et qui n'aurait pas manqué de dénoncer sa mascarade électorale et même de s'en retirer. C'est pour éviter ce clash qu'il a décidé, malgré la fragilité de nos finances publiques, de faire supporter le poids de 3 élections par le budget de l'État au détriment de l'entretien de nos routes et de la réalisation de plusieurs projets et programmes de développement. Je vais vous dire comment ce coût est exprimé. Pour 2020, le budget national d'investissement n'a été exécuté qu'à 5%. Oui, parce que ces dépenses ont dû être évincées par le financement des élections et l'achat de consciences. 5%. Le budget national de développement n'a été exécuté qu'à hauteur de 5%. Alors, vous voyez, je vais vous apprendre, je ne vous apprends rien, vous le savez. Le gouvernement a reculé dans l'augmentation des produits, l'augmentation des prix des produits pétroliers, mais il n'a pas renoncé, il a juste reculé. J'ai mis en évidence ici même, l'inopportunité de procéder à cet ajustement de prix, en invoquant notamment l'imminence de la période de soudure et l'état désastreux de notre réseau routier qui se traduit déjà par une augmentation considérable du coût et du temps de transport. Parce que si la route est mauvaise, vous savez bien que les charges d'entretien des véhicules deviennent très lourdes et c'est le prix des produits transportés qui finalement supportent cette augmentation. Les autorités ont voulu justifier cette augmentation du prix du carburant. Je ne reviens pas sur les démonstrations auxquelles je m'étais livré la première fois, mais ils disent que tous les pays limitrophes ont des prix beaucoup plus élevés. Donc il y a un risque de réexportation de nos produits pétroliers vers ces pays où le pétrole est plus cher, le carburant est plus cher. Cela est valable pour quelques pays, pas tous. C'est valable pour les pays de la zone CFA, qui ont des monnaies fortes et une fiscalité un peu plus élevée. Mais pour la Sierra Leone, en Sierra Leone, le prix de l'essence est vendu à la pompe à l'équivalent de 8100 francs guinéens. Au Libéria, à 7900 francs guinéens, soit largement en dessous du prix auquel nous vendons à la pompe, c'est-à-dire les 9500. Donc lorsqu'ils affirment non, tous les autres pays ont augmenté, ce n'est pas vrai aussi. Parce qu'ils cherchent des arguments pour compenser ces exonérations dont je viens de parler, pour ces défenses folles qu'on a effectuées pour sauver le 3e mandat, et en organisant les 3 mascarades électorales qu'il y a eu en 2020. Parce que ça a creusé les déficits des comptes publics. Et maintenant, le Fonds monétaire, il dit qu'il faut monter la pression fiscale. Notre pression fiscale est à 13%. Et je vais vous dire tout à l'heure, j'ai dit que les exonérations du secteur minier représentent 7% du PIB. Si vous ajoutez ça au 13%, vous avez 20%, le même niveau que la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Mais non, on laisse ça, c'est comme ces compagnies minières qui détruisent notre environnement et exploitent nos mines, on les laisse tranquilles avec les exonérations, on va s'attaquer aux pauvres en augmentant les prix des télécommunications, en augmentant le prix des denrées de première nécessité et maintenant le prix du carburant qui a un impact sur l'ensemble des prix des biens et services, notamment les denrées de première nécessité. Donc, il est clair que le financement des 3 élections sur nos maigres ressources intérieures, alors qu'il y avait des offres de financement extérieur, a creusé ces déficits publics et compromis
l'exécution des dépenses utiles dont les dépenses d'entretien et d'investissement. J'ai dit que le budget d'investissement n'a été exécuté qu'à 5%. Il est aussi clair que les exonérations dont j'ai parlé dans les mines constituent des manques à gagner pour nos finances publiques. C'est sans doute pour résorber les déficits créés par le financement du troisième mandat et pour compenser le manque à gagner entraîné par les exonérations accordées aux compagnies minières que le gouvernement s'acharne à augmenter à la veille de la période de soudure les prix des produits pétroliers qui ont une incidence sur tous les prix de tous les autres biens et services, y compris les denrées de première nécessité. Je pense que vous avez compris. Je ne reviens pas sur tout le discours populiste truffé de contre-vérités et de promesses fallacieuses, ce discours qui a été tenu à Bokeh, mais il fallait que je parle de secteur minier pour dire à quel point nos dirigeants manquent de vision et manquent de pitié pour les pauvres consommateurs guinéens. Je vous remercie.